ravie d'être avec vous et de vous accompagner, de vous retrouver cette année ici même à Lille sur le InCyber Forum. Je suis Mélanie Bénard-Crozat, la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine. On va parler opérations militaires et intelligence artificielle. Quelle place pour l'homme dans la boucle décisionnelle? L'usage de l'intelligence artificielle, l'utilisation dans les domaines militaires transforme évidemment le champ de bataille, mais aussi les stratégies de défense et de renseignement. Et nous allons y revenir. De fait, le combat cyber, on en parlera avec nos invités. Le ministère des Armées a évidemment fait de l'intelligence artificielle une priorité, l'a acté, notamment en 2024, une stratégie très forte avec des moyens très forts qui sont mobilisés aussi dans la loi de programmation militaire sur horizon 2029. Des priorités en 2025, le supercalculateur, et puis au-delà de ça, comment stocker, comment gérer toute cette quantité de données, et puis surtout en assurer à la fois la traçabilité, mais aussi la qualité des données, puisque là se pose évidemment un sujet majeur pour les armées. Plusieurs questions qui se posent dans ce contexte. Quels sont les usages de l'intelligence artificielle au-delà de la science-fiction sur le champ de bataille, mais on va essayer d'en parler de manière plutôt raisonnée. Quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur ce champ de bataille et la défense en général? Quelles sont les opportunités, mais aussi les menaces? Quels sont les risques qui sont assumés? Jusqu'où souhaite-t-on aller, mais jusqu'où peut-on aller, puisque on entend souvent que le numérique est un Far West. Pas tout à fait, il y a quand même quelques règles qui s'appliquent et on y reviendra. Et de fait, quelle est la place de l'humain dans l'ensemble de cet écosystème et, in fine, dans la boucle décisionnelle, puisque c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. On en parle avec nos invités. À mes côtés, Patrice Tromparan, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être avec nous. Colonel de l'armée de l'air et de l'espace, vous êtes adjoint au chef de la division stratégie numérique des armées. Merci, colonel, d'être avec nous. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir David Barnes. David, thanks for being with us today. Merci d'être avec nous aujourd'hui, chef de l'unité supériorité de l'information, Agence européenne de défense. Merci beaucoup, David. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à Lille. Plaisir d'avoir également Eric Salobir. Merci, Eric, d'avoir accepté notre invitation, président de la Human Technology Foundation. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir Henri Schrenk. Merci beaucoup, Henri, de vous être libéré, je dirais un peu au pied levé, mais de nous faire l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, directeur notamment de la formation dans le domaine souveraineté numérique et de la cyber à l'IHEDN, mais une très longue carrière dans les armées aussi qui vous amène à être avec nous et notamment au sein de l'OTAN. Première question, messieurs. Patrice, peut-être on débute avec vous, si vous en êtes d'accord. Les principaux, parce qu'avant de comprendre la place de l'homme dans tous ces schémas et dans cette boucle décisionnelle, essayons d'abord de faire un peu le point sur l'utilisation de l'IA au cœur des armées, dans les opérations militaires. De quel type d'usage parle-t-on concrètement? Merci Mélanie. Alors, pour structurer un peu l'usage de l'IA dans les armées, donc je ne parlerai pas de tout ce qui est l'IA d'entreprise, parce que les armées, c'est aussi une grosse entreprise avec des RH, des finances, plein de processus, pour lesquels on n'est pas tellement spécifique et pour lesquels, du coup, on achètera des solutions plutôt tout venant. La question se pose plutôt pour les applications plutôt militaires de nos affaires. Donc en gros, faire la guerre, parce que c'est quand même notre mission première, et la gagner, ce qui est le critère de succès essentiel de cette mission. Donc pour structurer un peu le sujet des opérations militaires, donc il y a 3 niveaux en quelque sorte. Un niveau stratégique, plutôt les états-majors à l'arrière à Paris, très connectés avec le politique, qui est ici de la conduite générale de la guerre. Donc là, on imagine que c'est plutôt du renseignement, de l'information, de la gestion stratégique. Beaucoup d'informations d'ailleurs qui ne sont pas du domaine militaire, mais plutôt civil, y compris politique. Un domaine opératif sont les états-majors interarmés, un peu en arrière du front, donc là qui combine les actions de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, les forces spéciales, le cyber et l'espace. Donc beaucoup plus près, donc combine les effets de ces différents domaines. Donc il y a des informations très spécifiques, donc chacun produit par chacun des 3 domaines, qu'il faut bien comprendre, analyser l'intention de l'ennemi sur le terrain, en déduire nos orientations, nos décisions pour conduire la bataille, et envoyer les ordres après aux unités tactiques, cette fois les unités au front, donc des différentes armées, directions et services, pour concrètement gagner. Donc là-dedans, on a vu, il y a du renseignement d'origine très très diverse. Il y a l'assistance au chef pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe dans un temps réel et plus vite que l'adversaire.
on dit dans la boucle des opérations, donc observation, orientation, décision, action. Celui qui fait tourner cette boucle-là plus vite que l'adversaire prend l'ascendant. Et au fur et à mesure, on détruit de plus en plus de capacités de l'adversaire. Il est de moins en moins capable de comprendre ce qui se passe et d'agir. Et donc, au fur et à mesure, on l'étouffe et on gagne. Typiquement, un exemple d'IA que les Américains ont produit, c'est Maven, un système de ciblage automatique où l'IA, à partir de données hétérogènes, de l'imagerie satellitaire, interception, plans divers, propose automatiquement des cibles donc à l'humain, qui valide la cible et envoie les ordres directement au meilleur vecteur capable de traiter la cible. Et donc la comparaison fait que là, on était 2000 dans la kill chain en Afghanistan, on n'est plus que 20 maintenant pour faire ça si c'est déployé. Et bien sûr, donc, tout l'IA embarqué dans les systèmes d'armes. Donc un exemple avec le canon César actuellement en Ukraine, dans lequel on a augmenté la précision de ciblage grâce à de l'IA qui a appris à mieux détecter les cibles. Détection en radar, et dans les drones et les robots, on y va probablement aussi, dans l'automation du champ de bataille. Comment on arrive à animer des dizaines, des centaines de drones aériens, maritimes, sous-marins ou de robots terrestres pour les faire combattre face à des machines, mais pas que. Donc la guerre sera massivement automatisée. Il y avait un critère qu'on utilisait avant pour savoir si un système devait être automatique, c'était les 5D. Si la mission est dull, ennuyeuse, donc pour l'automatiser, typiquement les drones qui patrouillent pendant de longues heures, des longues journées pour détecter quelque chose. Quand les missions sont dirty, donc sales, ambiance polluée par du nucléaire, du chimique. Dire, donc coûteuse, typiquement organiser la logistique, c'est très très compliqué. Et donc là, l'IA peut nous aider. Et en difficult, des tâches très techniques, que ce soit de l'analyse d'images, par exemple, ce qui est très compliqué, même le soutien médical, on en parlera peut-être. Et enfin, dangerous, donc là, par définition, la guerre, c'est dangereux, et on se pose toujours la question de savoir, est-ce qu'il faut exposer nos soldats à la guerre, notamment à des machines ennemies, ou si on a plutôt intérêt à mettre nous-mêmes des machines en face de machines ennemies. Merci beaucoup, Patrice. On va revenir dans quelques instants sur, quelque part, vers quoi se projettent les armes. Et ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Avant d'aller un petit peu plus dans le vers quoi pourrait-on aller, David, peut-être. David, one word about, would like to have your... Je voudrais avoir votre point de vue, David, sur les domaines d'application de l'intelligence artificielle dans les opérations militaires. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici et mes excuses de m'exprimer en anglais. Si je parlais français, ça serait un peu comique, je pense. Donc, je ne suis pas sûre que vous sachiez vraiment ce qu'est l'Agence de défense européenne. L'Agence européenne de défense, pardon, ça fait 20 ans qu'on travaille avec les États membres pour développer des capacités. On aide les États membres pour développer leurs propres capacités. Voilà ce que nous faisons. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a 3 domaines, je suis certaine que vous connaissez ces facteurs. Donc l'humain dans la boucle, mais aussi l'humain à l'extérieur de la boucle, l'humain sur la boucle. Où est-ce qu'on place l'humain? Donc ce qu'on regarde, ce sont des considérations clés, des considérations éthiques, juridiques, confiance, responsabilité, rapidité, contrôle et les tendances cyber, quelque chose dont Patrice parlait un peu plus tôt. Du point de vue de la développement des capacités militaires, il faut comprendre quel type de système intelligence artificielle on veut développer, comment on veut les intégrer dans les capacités militaires. On veut évaluer l'impact de l'interaction entre l'humain et la machine, la responsabilité. Ce sont des opportunités, ce sont des défis pour les militaires. Il faut tenir compte de la rapidité, du volume, de l'échelle. Il faut réfléchir de manière qualitative sur la manière dont on va s'engager sur l'offensive, mais aussi sur la défensive. Moi, je travaille sur la partie défensive uniquement et pas sur la partie offensive. Ça relève uniquement de la compétence des États membres. Alors, pour parler des opportunités et parler du contexte européen particulièrement, alors pour vraiment utiliser ces opportunités, l'Union européenne a, grâce à Horizon Europe, qui est un programme civil, investi 1,3 milliard d'euros. Donc, il y a des projets qui sont axés sur l'intelligence artificielle d'une valeur de 127 millions d'euros. Et ces projets ont commencé grâce à un travail, ce qu'on a fait grâce à notre revue annuelle coordonnée de la défense. Ceci suggère que les États membres ont un besoin, un désir de développer ces capacités.
Alors, nous assurons une cartographie de ces capacités. Nous avons des organes de travail avec un accès à environ 1000 personnes dans les forces armées de tous les États membres. Donc, vraiment, on a une assez bonne perspective de ce qui se passe. Les nouvelles technologies émergentes, évidemment, vont avoir un impact sur notre réflexion. On a accès à tous les plans et toutes les politiques des États membres et on peut prendre ce qu'ils font pour vraiment établir s'il y a un besoin à l'échelle de l'Union européenne dans son ensemble sur le développement de ces capacités-là. En ce qui concerne du point de vue de l'Agence européenne de défense, on travaille avec les États membres sur leur développement de capacité. On conseille la Commission européenne sur la manière de dépenser l'argent. Ils n'écoutent pas toujours, mais on essaye. Bon, c'était une petite blague. Et on est membre des comités de programme. Donc, on a des experts qui sont impliqués dans tous ces comités. Et voilà la manière dont on intervient sur l'intelligence artificielle à notre échelle. On va parler un peu plus tard sur la recherche et ce sur quoi vous travaillez pour cette année et pour les 2 années à venir. Patrice. Vous l'avez brièvement évoqué, l'évolution vers le champ de bataille automatisé. Est-ce que c'est ce vers quoi les armées vont tendre, mais quelque part doivent tendre, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Alors, je ne sais pas si on doit tendre. Enfin, on regarde bien sûr ce que font les compétiteurs et partenaires sur d'autres champs de bataille du monde. On voit que ça bouge quand même assez vite. Pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que dans la partie commandement et contrôle, on ne veut pas être en retard sur l'adversaire, donc il faut de l'IA dans l'aide à la décision. Donc il faudra que de plus en plus, les chefs militaires et politiques probablement prennent des décisions basées sur des propositions bien consolidées par une machine. Et d'ailleurs, on voit bien que on a déjà l'exemple avec la simulation et quand la machine dit cette solution a 90 chances de réussir et l'autre en a 10%, le chef militaire qui choisirait celle à 10% prend quand même un petit risque si ça ne marche pas. Donc on voit quand même que même la décision, finalement, ça risque de se traduire par une décision de fait. Si l'être humain sert juste à endosser la décision qu'a proposée la machine, on n'a pas trop de gains. Et sur le terrain, en effet, le conflit ukrainien, typiquement, qui est un conflit très abrasif pour les soldats, si on peut mettre des machines en face, ça a de l'intérêt pour nous, ça a de la valeur. Mettre un homme dans un avion, dans un bateau, dans un char, c'est d'abord, ça rend le système d'armes beaucoup plus compliqué. Il faut apporter des systèmes de survie, de protection à l'homme en question. Et puis en cas de perte, bien sûr, c'est un problème majeur. Donc du coup, ça donne quand même envie de dire on va plutôt exposer des machines, d'autant plus face aux machines adversaires, qui ne se privera pas d'en utiliser. Merci beaucoup, Patrice. Alors, Eric, de fait, quand on a exposé ces différents éléments avec David et Patrice, on voit les différents usages des IA, puisque finalement, on parle d'intelligence artificielle au pluriel. C'était important de mettre ça en lumière pour bien comprendre est-ce que finalement, la question que l'on pose de la place de l'humain dans cette boucle décisionnelle, compte tenu des différents usages, la réponse peut finalement être oui ou non. La réponse, elle peut surtout être comment, en fait. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas militaire. Je suis spécialiste d'éthique de l'IA, donc je travaille dans différents secteurs. Mais l'idée, ça va justement être essayer de recouper un peu ces secteurs et de voir ce que ça peut nous apporter. Moi, ce que j'aurais tendance à dire dans le comment, parce qu'un certain nombre de cas, de toute façon, de l'IA, il y en aura. La question, c'est quelle place on lui laisse, quel contrôle on a sur elle et comment on gère ces systèmes. Moi, je dirais que c'est un peu comme une équation multifactorielle. Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. La première, effectivement, c'est ce que tu citais, c'est la typologie d'usage. Effectivement, est-ce qu'on est sur un usage d'aide à la décision stratégique, ce qui a été évoqué, d'IA embarqué dans un système, mais là, on est dans des contextes qui, selon les cas, vont s'avérer extrêmement différents. Si c'est un système, par exemple, autonome ou semi-autonome dans un contexte de guerre urbaine, comme on a pu le voir en Ukraine, c'est une chose, parce qu'il y a beaucoup de civils ou d'infrastructures aux alentours, et donc on prend un vrai risque. Si c'est, par exemple, sur un théâtre d'opérations maritimes, je pense à la mer Noire, mais je pense aussi au détroit de Taïwan, où en cas d'invasion, on pourra dire que tous les vaisseaux qui se trouvent dans la zone, s'ils ne sont pas amis, sont ennemis. On n'a de toute évidence pas le même type de décision qu'on va prendre. Et puis, il y a toute une partie des typologies d'usage qui sont des typologies autour des cyberguerres et de guerres cognitives. Et là aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. La typologie, c'est un premier point. Moi, je dirais qu'il y a aussi la nature de la décision, parce que même quand on parle d'un système, par exemple un système armé, est-ce qu'il s'agit d'une décision informative, c'est-à-dire qu'elle va aider à prioriser des cibles, elle va aider à analyser le terrain,
Dans ces cas-là, on peut lui donner une relative autonomie. Est-ce que c'est une décision opérationnelle qui, par exemple, va permettre de choisir, de targeter et puis peut-être de timer un peu l'attaque? Et dans ces cas-là, on voit qu'il faut que l'humain soit peut-être un peu plus proche du contrôle de la machine, ou est-ce que c'est une décision létale, où là, il s'agit d'engager, il s'agit de faire feu, et là, on voit bien qu'au moins dans les doctrines qui sont les nôtres, l'humain doit garder un contrôle, puis ça fait partie des règlements internationaux, on en parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, de à qui peut-on imputer la responsabilité, notamment en cas de dommages collatéraux. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte, et peut-être je rajouterai deux petites variables à l'équation. La première, c'est l'identité du décideur. C'est-à-dire, est-ce que quelque part on est à un niveau stratégique, c'est-à-dire que ce soit un gouvernement ou un état-major, et c'est un peu ce que vous évoquiez, mon colonel, c'est effectivement le fait que quand on prend des décisions qui sont des décisions plutôt stratégiques, c'est des décisions qu'on prend avec un horizon de temps qui, bien entendu, qu'on aimerait voir le plus court possible, mais dans lesquels on a quand même un peu de marge, et avec en revanche une complexité qui tient plutôt à la complexité géopolitique du conflit. Et là, c'est un certain rapport à la machine. Quand on est sur un théâtre d'opération, on a un autre type de complexité qui va tenir à la dimension incertaine, au brouillard de la guerre, pour dire à la complexité du terrain. On est dans un timing qui, lui, est beaucoup plus réduit. Et donc là, il va falloir probablement qu'on automatise plus. Et donc, ces éléments qu'il faut prendre en compte, avec peut-être le contexte qui va avec, dans certains cas, une forme de sérénité, sérénité relative, parce que je pense que quand on est dans un bunker de commandement, on n'est pas serein, mais on va dire au moins on peut prendre du recul par rapport à une action, là où on peut moins en prendre quand on est au cœur de cette action, et puis peut-être avec quand même en commun pour tous ces décideurs dans ces différentes situations, deux points. Le premier que vous évoquiez, mon colonel, c'est la vitesse, effectivement, qui va s'avérer de plus en plus décisive et sur laquelle, il faut quand même le reconnaître, la machine bat à plat de couture l'humain. Et en revanche, l'autre point, c'est l'appréhension de la complexité du réel. Avec là, quelque part, un match, je ne peux pas dire un match nul, mais probablement des situations dans lesquelles la machine intègre beaucoup plus de données que l'humain et donc va permettre d'avoir une bien meilleure définition de la situation. Et en revanche, la machine fait aussi un certain nombre de bourdes, n'a pas le gut feeling, et là, en revanche, l'humain doit pouvoir prendre le contrôle. Alors, Patrice Tromparan-Colonel, sur les risques justement liés à l'automatisation des décisions militaires, quels sont-ils? Comment est-ce qu'on tente aujourd'hui, ou peut-on tenter de les limiter? Et finalement, il y a une autre question qui se pose, c'est quels sont ceux aussi qu'il faudrait être en capacité d'accepter, d'assumer? Oui, alors pour nous, le risque, j'ai rappelé nos missions, c'est faire la guerre et la gagner. Donc, si les systèmes qu'on met en place ne font pas ce qu'on attend d'eux, soit par excès, Eric a parlé de dommages collatéraux, soit au contraire par défaut, parce que parce que les systèmes ne sont pas assez agressifs et donc nous amènent à une infériorité opérationnelle, donc ça ne convient pas. Donc c'est tout ce qu'on doit expérimenter pour voir comment on cale ça. Après, je pense qu'il faut aussi fixer la bonne hauteur de barre de ce qu'on attend des systèmes autonomes. On ne doit pas attendre des IA une performance qui est une perfection qu'on n'exige pas de l'homme. L'exemple classique, c'est les Tesla. À chaque fois qu'il y a un accident de voiture avec une Tesla, on dit « Ah, mais zut, c'est pas prêt, il faut arrêter tout ça, c'est dangereux ». Et il y a 3000 morts par an sur les routes de France, on n'arrête pas les conducteurs humains. Oui, oui. On leur pose même d'ailleurs à Tesla des dilemmes moraux incroyables. Si on croise une maman avec une poussette, est-ce qu'on doit risquer de tuer le propriétaire ou plutôt écraser la poussette? Des trucs que jamais on pose des questions aux décideurs humains. Et d'ailleurs, c'est un peu ça, je pense, l'illusion de l'homme dans la boucle. C'est croire que l'homme est supérieurement moral à la machine, ce qui n'est pas le cas. D'abord, on a tous des contraintes à la fois physiques, intellectuelles, des émotions que la machine n'a pas, donc des décisions qui seraient influencées par des biais émotifs, la machine ne les prendrait pas de la même façon. La morale de l'homme, on ne peut pas dire qu'elle soit franchement idéale. Il n'y a aucun crime de guerre qui a été commis par une machine jusqu'à présent, plutôt par des hommes qui ont pris des bonnes décisions humaines. Et enfin, déjà maintenant, le chef militaire et le politique ne décident qu'à partir des informations dont ils disposent, qui souvent sont déjà traitées et apportées par des systèmes, que ce soit d'ailleurs des réseaux sociaux, que ce soit même des systèmes de défense. Donc, même à bord d'un avion, la position, l'information que j'ai sur l'état de mon avion, c'est uniquement dû à ce que la machine me remonte. Donc, je crois prendre une décision informée. En fait, je prends une décision déjà largement influencée par la machine. On l'a vu avec le Rio Paris qui s'est abîmé en mer. L'information fournie par la Chine était fausse. L'équipage a planté l'avion.
Et réciproquement, l'action qu'on exerce sur le système globalement militaire, c'est au travers de systèmes aussi. Pour envoyer des ordres, j'appuie sur des machines qui vont faire des choses. Donc il ne faut pas surestimer l'homme dans la boucle en étant la solution au problème qu'on a déjà. Et on peut laisser une place à la machine. Donc en tout cas, pour ça, il faut bien sûr qu'on connaisse son fonctionnement. Ça a été évoqué par l'Agence européenne de défense sur quelles sont les qualités qu'on attend d'un système comme ça, même si je prétends qu'il ne faut quand même pas exiger une perfection qu'on n'aura pas et qui ne servira pas le jour de la guerre. Il faut savoir faire et pas seulement faire faire. Il ne s'agit pas d'acheter, c'est pas un camion qu'on achète et dont il suffit de tourner la clé. Il faut qu'on comprenne bien comment c'est fait pour pouvoir s'en servir au mieux et connaître les risques qu'on a évoqués. Il faut en discuter avec nos partenaires et nos compétiteurs sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. On l'a fait en cyber, il n'y a pas eu de loi internationale sur le cyber parce que c'est impossible d'avoir une forme d'unanimité ou de consensus. Par contre, on fait savoir aux gens ce que nous on en pense. Il y a des choses qui peuvent se faire. Attaquer un système militaire, c'est le jeu, évidemment. Attaquer un système critique, ça ne se fait pas. Et donc, on a des moyens d'empêcher que ça se fasse. Donc là, c'est pareil. Sur l'IA, il faudrait quand même qu'on parvienne tous à un genre de consensus, comme on a pu le faire sur d'autres capacités militaires, soit le chimique ou le nucléaire, par exemple. C'est des choses qui pourraient se faire ou qui ne se font pas. Alors on reviendra sur l'humain, notamment sur cette partie de formation et comment on forme, comment on implique en fait l'humain dans cette approche-là. Mais peut-être, alors Eric, un mot sur l'éthique, mais peut-être Henri, si vous voulez bien réagir, parce qu'il y avait un élément qui était important et qui était souligné d'ailleurs par Eric tout à l'heure et qui revient en complément de ce que disait le colonel sur cette notion de vitesse, de repenser ce risque aussi autour de la vitesse. Merci. Alors, je vais avoir une pensée pour l'interprétariat, donc je vais essayer de parler pas trop vite et d'avoir des phrases construites. Oui, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, effectivement, ce qu'on observe, et finalement depuis très peu de temps, parce qu'on parle beaucoup de l'IA comme si ça avait toujours existé, si je veux dire, mais sur le champ de bataille, on en voit les effets réellement que depuis 3 ans maintenant, entre ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe sur la bande de Gaza, dans la bande de Gaza, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est fasciné par cette généralisation de l'emploi de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille. Champ de bataille au sens très large, puisqu'il faut bien distinguer ce qui est du quasi-temps réel, c'est-à-dire quasiment l'IA dans les armes, en quelque sorte, et le non-temps réel, qui est l'IA en appui du processus décisionnel, dans le cadre de l'élaboration du renseignement, éventuellement très très loin du champ de bataille. Donc fascination, parce que généralisation, fascination également parce qu'il y a une accélération du développement qui n'a rien à voir avec les autres développements technologiques que l'on a pu connaître, même dans les conflits précédents. Ça se traduit comment? Ça se traduit par, d'abord, c'est avant tout un levier d'efficacité opérationnelle, donc ça ajoute à la fascination. C'est un levier d'efficacité opérationnelle, en particulier face à la masse, face au nombre en face. On ne l'a pas mentionné depuis tout à l'heure ou à peine, mais c'est ça aussi qui explique un peu notre fascination. Ça nous donne l'impression, ça nous donne le sentiment que l'on peut reprendre l'initiative, quelle que soit notre position de départ. Ça nous donne également le sentiment que l'on peut, grâce à l'intelligence artificielle, dissiper le brouillard de la guerre, le fog of war. Ce que l'on oublie également, c'est que ça permet à l'autre, à l'adversaire, d'épaissir ce brouillard s'il le souhaite. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que le cas particulier de l'intelligence artificielle et de ce type de technologie, c'est qu'il y a une prolifération horizontale extrêmement rapide. D'accord? Il y a en quelque sorte un nivellement par le haut des capacités des uns et des autres et que l'on doit impérativement conserver à l'esprit. On reviendra peut-être après sur la place de l'humain, les questions que ça pose. On va revenir effectivement sur cette dimension et donc effectivement cette volonté, mais d'ailleurs c'est très clairement dit aujourd'hui par les armées françaises, cette idée de ne surtout pas perdre cette supériorité opérationnelle qui est majeure, et c'est en ce sens que les travaux aujourd'hui sont conduits, cette stratégie, les investissements et la préparation des militaires. On va y revenir. Eric, vous vouliez réagir sur ce qu'évoquait le colonel précédemment? Juste sur un point, alors je suis entièrement d'accord sur la nécessité d'avoir un trade-off entre d'un côté l'efficacité, parce que si on mène une guerre c'est pour la gagner, on est d'accord, et en même temps la responsabilité. En revanche, c'est juste un point sur l'agent moral. Moi je dirais pas que l'humain a une meilleure, une moins bonne morale que la machine, parce que la machine n'en a pas.
Tout simplement, la machine, elle gère elle gère des datas et puis c'est tout. Et justement, la responsabilité au final, et c'est ça la difficulté, c'est que la responsabilité, elle ne peut être qu'humaine. Donc à un moment, s'il y a quelque chose qui tourne vraiment mal, il va falloir savoir qui est responsable. Et je pense que c'est autour de ça. Enfin, aucune machine, effectivement, on a peut-être commis des crimes de guerre, aucune machine ne passera jamais en conseil de guerre non plus, ni devant la Cour pénale internationale. Donc effectivement, la question, c'est de savoir comment, quelque part, on rattache une responsabilité à chacune des actions ou chacune des décisions. Alors, sur les éléments de droit et de réglementation, c'est ce qui vient justement aussi encadrer ces utilisations, ces travaux, ces développements, puisque ce qu'évoquait Eric à l'instant, c'est il y a cette notion de décision, mais l'humain est aussi en amont dans la conception, dans la structuration de ces outils, et ensuite de choisir aussi dans quel cadre on l'utilise. Ça, c'est aussi évidemment un point important. Il n'y a pas que la décision. Peut-être one word about law and regulations. Peut-être juste un mot concernant l'aspect juridique et la réglementation, David, si vous voulez. Oui, en ce qui concerne le point de vue juridique et la réglementation, et malheureusement, on n'a pas 4 heures pour en parler, c'est bien triste. Mais oui, comme je l'ai dit, nous, ce qu'on fait, c'est on développe des capacités, le rôle de la Commission européenne, la négociation des réglementations internationales dans ce domaine militaire. Mais si je peux juste revenir un peu à ce qui se disait auparavant, l'intelligence artificielle, c'est pas juste utilisée sur le champ de bataille. C'est vraiment, elle est facilitatrice avant même qu'on arrive à ce stade-là. La guerre hybride, les capacités cognitives et tout ça, c'est très, très important. Mais pour en revenir à votre question sur la réglementation, comme je l'ai dit, nous ne jouons pas de rôle là-dedans au niveau de l'Agence européenne de défense. Mais il y a pas mal de réglementations. Il y a l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Les États membres travaillent ensemble pour avoir un rapport d'orientation stratégique, pour identifier des recommandations à long terme sur l'intelligence artificielle responsable dans le domaine militaire et pour travailler à plusieurs parties prenantes et pour voir ce qu'on comprend par le terme intelligence artificielle responsable. Donc, il faut tenir compte aussi de tout le cycle de vie de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, dans le champ militaire, et ça fait partie aussi de notre rôle. Et les gouvernances, les mécanismes de gouvernance qu'on peut utiliser pour développer et utiliser l'intelligence artificielle dans le champ militaire. Aussi, il y a la déclaration politique sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Si je me souviens bien, c'est les États-Unis qui ont travaillé principalement là-dessus. Donc, il y a un cadre pour l'utilisation de ces capacités dans le domaine militaire, bâtir des consensus internationaux et pour guider le déploiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle par les États, une base d'échange de bonnes pratiques, une construction des capacités pour permettre aux États d'échanger des expériences et des idées. Actuellement, il y a 58 États qui travaillent dessus et tous les 27 membres de l'Union européenne ont tous signé ce document. Ce sont des processus complémentaires et qui aident à développer, à bâtir cette utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont les services qui coordonnent l'utilisation sur la régulation de systèmes d'armes létales, dans le cadre de l'utilisation aussi des armes conventionnelles. Une chose que je dois dire ici, il faut qu'on fasse attention. J'avais une réunion la semaine dernière avec les 27 responsables cyber de l'Union européenne et on a eu une question semblable. Il faut vérifier, il faut vraiment faire attention à ne pas avoir des restrictions déraisonnables sur notre manière de pouvoir développer. Nous, on est les bons. Donc, on va bien sûr respecter les lois et les normes internationales, mais il faut avoir un champ le plus large possible dans le cadre du droit humanitaire international. Donc, de ce point de vue-là, c'est quelque chose où il faut faire vraiment bien attention. Merci beaucoup, David. Monsieur le colonel,
Un élément sur justement comment ces règles, ces régulations interviennent aussi dans les travaux, régulent, parce que souvent on entend ce Far West numérique, etc. Il y a quand même des règles aujourd'hui. Il y a notamment l'AI Act au niveau européen, alors qui ne s'applique pas évidemment au domaine militaire à proprement parler, mais qui encadre quand même un certain nombre d'éléments. Et on sait que sur ces sujets, il y a aussi cette notion de dualité, donc possiblement des éléments qui pourraient permettre d'encadrer un certain nombre de choses. Oui, alors je rejoins David sur le fait que we are the good guys. Donc on ne fait pas n'importe quoi, même si l'IACT en effet exclut l'activité de défense. Bien sûr, il y a un travail sur l'application. Alors, Eric l'a rappelé aussi, hein, le droit dans la guerre, ça s'applique aussi, alors, notamment si on ne parle pas toujours de technologie, il y a des armes interdites par principe, comme les armes chimiques par exemple, mais on parle plutôt d'effets. Donc les effets produits par un système qui serait piloté par une IA est raccroché au système juridique classique. Et donc on rechercherait la responsabilité de ceux qui ont décidé de l'employer, évidemment. Donc les militaires font pas n'importe quoi, hein, c'est pas nouveau et c'est vrai aussi en IA. Donc d'abord, on est tous produits de notre culture. Donc les militaires français au sein de la nation ont les valeurs du pays, donc plutôt démocratie libérale. Il y a un contrôle politique qui s'exerce sur les armées, hein, y compris sur le géo-opérationnel ou secret, un contrôle parlementaire, contrôle des budgets, donc on va pouvoir cacher des choses. Les chefs militaires sont des gens sérieux, qui imposent des règles d'engagement à tous les échelons. Et puis quand ça ne se passe pas bien, les inspections passent pour voir ce qui se passe. Et puis quand c'est les dérapages individuels, les gens passent en justice. On a plein d'exemples de gens qui n'ont pas fait ce qui était prévu et qui vont en prison. Donc on discute de tout ça avec nos partenaires et nos compétiteurs. Hein, à l'ONU, il y avait un groupe d'experts gouvernementaux qui discutait de ces sujets-là. Alors c'est compliqué d'avoir un consensus parce que chacun se méfie bien et se dit, en effet, si je me bride et que l'autre ne respecte pas le bridage, j'aurai un désavantage. À l'OTAN, à l'UE, on en discute. À l'OTAN, il y a le Data AI Review Board qui a produit des règles et qui vise à définir même des cadres un peu plus précis pour guider les nations au développement de ces systèmes autonomes. Et en France, bien sûr, on a un comité d'éthique de la défense qui a produit un rapport en janvier qui est public. Hein, donc tous les citoyens peuvent se l'approprier et voir ce que nos experts de l'éthique, qui ne sont pas loin là tous des militaires, pensent ces questions avec des principes assez forts pour nous permettre d'utiliser ces systèmes à venir dans le champ de bataille, tout en ne perdant pas notre âme dans le processus. Hein. C'est toute ressemblance à un conflit au Moyen-Orient où des pays font des choses. Si on combattait un adversaire d'une façon injuste, on perdrait un peu le côté juste de la cause. Voilà. Donc, d'une façon générale, comme on y a comme sur le reste des sujets, hein, que ce soit le chimique, le nucléaire, le cyber, les nations responsables, comme la France, on va faire de l'IA responsable, et les autres qu'on connaît feront comme d'habitude. S'affranchiront de fait. Vous avez parlé d'éthique, évidemment. Eric, je reviens vers vous, et puis on va en parler aussi avec Henri, hein, de ces risques éthiques et finalement des garde-fous. Quels sont-ils quelle est la granularité? Où est-ce qu'on les positionne dans cet écosystème qui est en train de se construire? Mais on le voit, il y a pas mal d'actions qui sont déjà à l'œuvre. Et puis peut-être des réactions aussi quand on voit notamment ce qui se passe au niveau international aux États-Unis sur des positions qui sont prises et notamment en matière d'éthique, où on voit clairement des chercheurs qui aussi prennent position, se retrouvent engagés. Comment est-ce que vous analysez cette situation et comment vous pouvez partager aussi les travaux qui sont les vôtres, Eric, sur ce sujet? Alors, moi, je dirais que la situation, elle est complexe parce qu'effectivement, on peut dire « we are the good guys ». Et moi, je suis assez d'accord. Hein. C'est simplement, on voit bien que même parmi nos partenaires, je dirais pas alliés, mais on va dire on a des doctrines d'engagement qui sont quand même assez différentes, voire très différentes. Et on doit l'intégrer parce qu'il reste quand même nos partenaires ou nos alliés. Et puis, on voit qu'on a quand même une montée en puissance, alors moins dans notre zone géographique en Europe occidentale, mais on a une montée en puissance d'acteurs non étatiques. Alors d'abord, il y a une forme de privatisation de la guerre avec le déploiement de technologies duales et donc finalement des entreprises qui ne sont pas des entreprises du complexe militaro-industriel, qui viennent du numérique, qui viennent d'autres horizons et qui quelque part font irruption avec des schémas différents dans le marché, on va dire, de l'IA pour l'armement et la défense, mais aussi avec des utilisateurs qui sont des utilisateurs privés. Quelque chose qui me choque, c'était récemment de voir des photos, par exemple, d'un cartel de
de drogue d'Amérique latine qui posaient avec alors avant, ils posaient avec leurs armes de gros calibre. Maintenant, ils posent avec leur système de swarming, counter-swarming. Donc, ils montrent qu'ils ont des drones et des moyens de détruire les drones de la police ou de l'armée. C'est quand même, là, on est vraiment dans une privatisation. Et ces gens-là, on va être honnête, si quelqu'un qui vend de la drogue, on ne peut pas attendre un comportement éthique. Voilà, donc dans ce cadre-là, je pense que nous, il faut qu'on soit capable à la fois de ne pas renier nos valeurs et en même temps, il faut qu'on soit quand même efficace, qu'on reste compétitif. Et je dirais rapidement, si j'essaie de regarder un peu quels sont les principaux enjeux éthiques, le premier, effectivement, on l'a évoqué, c'est la question de la dilution de la responsabilité qui devient parfois plus difficile à spotter, avec non seulement une complexité liée à l'utilisation de systèmes qui viennent de l'extérieur et dont il faut comprendre lequel de celui qui a déclenché, créé, implémenté, etc. est responsable, mais aussi avec à un moment le risque d'avoir une espèce de distance qui se crée entre l'humain et le théâtre d'opération, où quelque part, je ne dis pas qu'il y a une banalisation, parce que je pense que pour un soldat, la guerre, c'est jamais banal, et supprimer une vie, c'est jamais banal. Mais ça devient quand même un petit peu différent, et je pense que pour des politiques, le fait d'engager, si on sait qu'on n'envoie pas les jeunes au front, si on sait qu'on envoie des machines au front, c'est pas la même chose, et le danger, c'est que quand on voit qu'une guerre est soit économiquement, soit politiquement moins coûteuse, eh ben, on peut être un peu plus tenté de la faire. Et donc, c'est vrai que c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a un droit international humanitaire et que ce droit-là, il s'applique même en cas d'usage et particulièrement en cas d'usage de ces technologies. Et il faut juste s'assurer que ces technologies ne vont pas à l'encontre de ce droit. Mais je pense que ce n'est pas seulement ces éléments-là qui sont à prendre en compte, c'est aussi des éléments de contrôle stratégique. C'est-à-dire que je pense que le danger, c'est aussi d'avoir une perte de contrôle humain sur ce qui se passe, d'avoir un risque d'emballement, parce que c'est vrai qu'on voit, nous, pour travailler avec ce genre de système dans plein de domaines, y compris dans des domaines boursiers, par exemple, le trading haute fréquence, on voit qu'il y a des moments où on est obligé de débrancher le système parce que le truc s'emballe, et on ne sait pas pourquoi. Et il y a quand même un peu un effet boîte noire, et donc quand on perd des milliards, c'est embêtant, quand on perd des vies, c'est quand même plus grave encore. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on lutte contre tout ça, et puis comment est-ce que on fait en sorte que la guerre soit toujours jugée pour ce qu'elle est ou prise en compte pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un espèce de recours ultime lorsque, on va dire, les intérêts vitaux de la nation sont menacés. Donc en quelques mots, quels sont les éléments qu'on peut mettre en place, les espèces de garde-fous? Je pense qu'effectivement, garder au moins sur tous les systèmes vraiment critiques un contrôle humain significatif, ça fait quand même partie des doctrines auxquelles je pense que notre pays et notre continent souscrit. Et je pense que ça, c'est important de le garder en tête. Je pense que l'encadrement juridique, il reste quand même largement à perfectionner à mesure que ces technologies vont se déployer. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait une évaluation éthique des différentes situations et peut-être, des systèmes avant leur déploiement, ce qui parfois, parce qu'on est un peu dans la tension, l'éthique, on ne peut jamais, on va dire, se passer de ce passage par cette réflexion éthique, y compris dans la dimension du design des systèmes. Et puis quelque part, parce qu'on voit qu'à un moment, c'est quand même l'opérateur qui prend la décision, qu'il soit en situation de commandement ou sur le terrain, il y a quand même une formation et une sensibilisation, parce qu'une partie de la responsabilité va être sur ses épaules. Cette responsabilité, elle est lourde, et il faut au mieux former les personnels militaires pour assumer cette responsabilité. Peut-être une réaction, notamment sur les différentes décisions aujourd'hui de l'administration Trump 2, qui posent un certain nombre de questions sur ces enjeux d'éthique, sur ces enjeux notamment d'inclusion, de diversité, etc. Donc ce sont des champs qui ne s'appliquent pas pour l'instant sur le domaine militaire, mais compte tenu de ces décisions et de la puissance militaire que représentent les États-Unis, est-ce que ce sont des éléments qui doivent nous interpeller? Est-ce que ce sont des éléments qui vous inquiètent? Les risques de biais, je pense qu'ils sont, puisque c'est ça dont on parle finalement, par intégration de données, de jeux de données qui seraient, non détordus des biais existants. Ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, nous inquiète à tout point de vue, et je pense que c'est particulièrement inquiétant lorsque ça implique une puissance militaire, bien entendu.
Henri, une réaction, si vous le voulez bien, sur notamment ce sujet qui impacte la défense de la démocratie, explorer le champ des possibles des nouvelles technologies. Comment vous positionnez-vous sur cet enjeu éthique? Je sais que vous faites d'ailleurs un parallèle, vous dites qu'on vit peut-être un moment similaire à celui de l'apparition de l'arme sous-marine. Oui, alors effectivement, je vais revenir. Alors pourquoi je m'inquiète pour un certain nombre de choses? Et encore une fois, disclaimer, c'est bien à titre personnel pour que les choses soient bien claires. En raison de cette prolifération horizontale et ce nivellement par le haut que j'évoquais tout à l'heure, il y a une première chose, moi, qui à la fois me fascine et me fait un tout petit peu peur, c'est tout ce qui tourne autour du targeting. Alors le targeting ou le ciblage, si vous voulez en bon français, ça consiste à dire, au-delà de désigner la cible, c'est également l'évaluation des dommages collatéraux en fonction de l'arme que l'on emploie, etc. Et on peut décider ou non de mener l'action, et là, l'homme est effectivement complètement dans la boucle. Si j'ose dire, on avait presque une approche géométrique du sujet. Si en fonction de l'arme que vous utilisez, vous avez un rayon d'action de l'arme avec des risques de dommages collatéraux que vous acceptez ou non. Ce que je trouve fascinant, enfin fascinant, c'est pas... ou terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, on en est à estimer une probabilité de présence de la cible avant même de penser dommages collatéraux. Le travail sur les bases de données en grand nombre font qu'on en est aujourd'hui, je caricature volontairement, mais on en est presque à se dire, tiens, il est probable que notre cible soit là, à tant de pourcents. Et c'est quelque chose qu'on faisait, qui est une approche totalement différente de ce qui se faisait avant. Avant, on savait que la cible est très présente et on estimait géométriquement les dommages collatéraux. Là, on a une probabilité de présence de la cible, donc probabilité d'erreur évidente, et à ça, on rajoute le dommage physique, si j'ose dire. Donc ça c'est ma première préoccupation sur l'usage qui est fait des bases de données, la qualité des bases de données, la façon dont on traite en volume ces bases de données et la vitesse à laquelle ça se fait, et donc le risque de fascination pour la vitesse. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore, nous, en tout cas dans notre monde occidental, entraînés à traiter ce paramètre supplémentaire qui est la probabilité de la présence de la cible, qui rajoute quand même un certain nombre d'inconnus. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'était sur le sujet d'éthique, ou ne pas faire ce qui n'est pas conforme à nos valeurs, etc. Et là, c'est un peu le marin qui parle. La dernière fois, dans l'histoire du monde, ou l'histoire de notre hémisphère dans laquelle on s'est posé cette question, c'était au moment de l'apparition de l'arme sous-marine, et on s'était dit, non, l'emploi de l'arme sous-marine, c'est absolument pas conforme à nos valeurs. Donc, on ne va pas se préoccuper de l'usage ou du mauvais usage qui pourrait être fait de ça. Au résultat, on a failli perdre la Deuxième Guerre mondiale dès le début, en fait. On a tendance à oublier ça. Et donc, je pense qu'on a une responsabilité collective qui est, même si ça nous fait peur, on doit être capable, officiellement, et c'est une responsabilité morale et politique, d'explorer tout ce qui est faisable avec l'intelligence artificielle pour ne pas être surpris et pour ne pas avoir un temps de retard. Parce qu'en raison justement de ce nivellement par le haut et de cette prolifération horizontale, là, on ne pourra plus faire face s'il arrive quelque chose. Donc, je distingue bien responsabilité morale et politique sur c'est quoi les process de ciblage, comment savoir explorer le côté obscur, si j'ose dire, de ces nouvelles technologies officiellement et ne pas laisser ça à l'adversaire. Parce qu'on ne pourra pas se permettre d'être en réaction. Voilà. Au niveau politique et militaire, deux sujets, me semble-t-il. Quid du partage des données, sujet qui se retrouve déjà dans données de santé des Français, dans des données économiques, etc. Mais dans le domaine militaire, pour que les intelligences artificielles fonctionnent bien, permettent de décider rapidement, il faut prendre des décisions qui ne sont pas faciles sur le partage du renseignement, le partage des données au sens large, et puis enfin comment s'entraîner. Colonel, une réaction? Oui, merci. Donc, comme le disait l'amiral sur la prolifération, là, quand vous voyez tous les nouvel an chinois, là, des milliers de drones là, qui font des beaux balais, on rajoute quelques grammes d'explosifs et on a arsenalisé quelque chose de très puissant et très compliqué à contrer. On ne va pas dépenser un missile solaire pour chacun des drones. Donc ça donne comme idée du potentiel de ces essaims de drones. Sur la vitesse qu'évoquait l'amiral et le risque qu'on prend, en effet, alors, il se trouve que la France et les armées françaises sont passées de conflits un peu choisis, au sens où on intervenait dans les opérations extérieures à la demande, soit dans le cadre d'un mandat de l'ONU, soit à la demande des pays qu'on allait aider. On avait le choix d'y aller ou pas d'y aller, mais c'était rarement essentiel pour la nation. Là, on voit que ça pourrait changer, qu'on passe à des conflits subis, où on serait entraîné dans un conflit de plus haute intensité.
où là, pour le coup, les méthodes d'avant, un peu plus artisanales, on avait le luxe de choisir la cible avec un risque très très faible et de choisir le bon armement, risque de devenir secondaire au fait de devoir quand même un moment gagner, quoi. Donc ça sera toujours le conflit moral que nos chefs militaires auront pendant quelques années. Et enfin, justement, en parlant de valeurs, hein, j'ai cité le président Mitterrand, c'est pas tous les jours. Donc, comme disait le président Mitterrand en 83, si vous vous souvenez, pour les plus anciens, c'était à l'époque de la crise des euromissiles. Hein, et donc, il disait, dans le débat actuel, je constate que le pacifisme est à l'ouest et les euromissiles sont à l'est. Donc, attention à ce que nos valeurs ne se retournent pas contre nous, en nous empêchant justement de résister aux États qui ont des valeurs, pour le coup, contraires aux nôtres. Merci, colonel. Éric, peut-être un mot sur ce qui se passe en termes de réflexion, puisque des groupes de travail, hein, notamment, ont été menés en Suisse. Vous allez nous confirmer cette information sur l'anticipation de l'usage de l'intelligence artificielle dans le conflit à haute intensité. Et là, on est au cœur de l'actualité. Il se projette à horizon de 5 ans. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on a des retours sur ce qui est ressorti de ces travaux? Alors, oui, mais... Alors, ce que je peux partager ici, je dirais, en streaming, non, c'est que il n'y a pas, comment dire, une orientation de l'usage de l'IA, même si on a vu qu'il y avait déjà une variété d'usages, mais c'est surtout l'orientation sera différente en fonction du pays, de sa doctrine et de son passé, quelque part, de son mindset. Et on voit qu'il y a des pays, je pense à un qui en ce moment est engagé sur un théâtre d'opération un peu plus à l'est de l'Europe, qui, comment dire, croit beaucoup en la force brute. Et on peut dire qu'un pays comme ça va utiliser beaucoup de ces systèmes d'IA pour augmenter cette force brute, parce qu'eux, ils croient que plus on tape fort, plus ça marche. Il y a des pays, je pense à un pays comment dire, du Moyen-Orient, de petite taille, attaqué régulièrement par des roquettes. Le pays est tellement petit que ce qui compte, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir détecter un vecteur, il faut pouvoir calculer sa trajectoire, voir s'il tape sur une zone habitée et le neutraliser au besoin. Mais pas tous les neutraliser parce qu'on ne peut pas se permettre. Donc, vous voyez, dans un cas, on va avoir la force, de l'autre côté, on va avoir la vitesse. Il y a des pays, je pense à un grand pays asiatique, par exemple, qui ne s'est peut-être pas complètement remis d'un siècle d'humiliation technologique et militaire. Et un pays comme ça a gardé quand même une espèce de traumatisme du moment où il s'est trouvé en infériorité technologique par rapport à l'Occident, on ne va pas se mentir, et qui s'est senti quelque part attaqué, et un peu le sentiment que quelque part, dès qu'il y a une proximité, notamment de base étrangère, par exemple américaine, eh ben, il peut se sentir en situation comment dire, d'agression, et eux, ils vont plutôt cibler toutes les technologies qui vont leur permettre de réagir à cette menace. Et quant à, vous évoquiez comment dire, les Américains dont la doctrine est probablement en train de changer en ce moment, ça on en saura un peu plus bientôt, mais ce qui est évident, c'est que pour eux, la dimension de l'humain augmenté est quelque chose d'assez important, aux civils comme aux militaires, et donc on voit effectivement le déploiement de technologies qui vont permettre d'avoir des soldats avec des capacités supplémentaires, mieux protégés, mieux informés, etc. etc. Donc voilà, c'est des usages qui vont être très différents et qui chaque fois vont appeler des formes de régulation qui n'existent pas encore, qui sont différents, et une approche éthique qui, elle, doit être, à mon sens, pensée by design, qui doit être différente. Voilà ce que je peux en dire. Et donc des sujets, évidemment, qui vont être amenés à évoluer et que nous suivrons, bien entendu. David, about the research, one word, what research is being... Au niveau de la recherche, qu'est-ce qui a été mené dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le travail de la recherche? Eh bien, au sein de l'Agence européenne de défense, alors il y a quelques mois, nous avons élaboré un plan de défense pour soutenir les États membres, pour qu'ils comprennent un petit peu quelles étaient les capacités militaires qui reposaient sur des systèmes d'aide à la décision qui reposent sur l'IA. Tout d'abord, nous sommes intéressés à la taxonomie de la défense. Cette partie-là a été finalisée et la deuxième phase est en cours. Il y a des piliers qui sont assez difficiles. Nous avons par exemple l'État, l'espace de la défense. L'objectif ici est vraiment d'identifier les différentes procédures, les systèmes, les exigences, analyse également par exemple de la fiabilité de l'IA, les exigences, l'analyse par exemple de vérification, de certification. Patrice en a déjà parlé un peu plus tôt. Nous allons également avoir une normalisation,
C'est un processus qui implique l'ensemble des États membres. La troisième phase va se concentrer sur la mise en œuvre de projets dans ce domaine précis. Il y a un autre domaine également sur lequel nous nous penchons en ce moment, le contrôle des systèmes. C'est un projet qui est mené par le Fonds européen de la défense et de la Commission. Donc nous avons une unité qui s'occupe justement de ce sujet au sein de la ED, c'est-à-dire qu'on explore les solutions d'IA en ce qui concerne la prise de décision. Ah, peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, on vient m'arrêter. Alors, une inquiétude d'un point de vue du développement des capacités collaboratives, il faut que les partenaires aient confiance dans les systèmes de collaboration d'IA. Et c'est la raison pour laquelle, et je pense que c'est ce qui était dit un peu plus tôt, notamment en ce qui concerne le partage de données, c'est la raison pour laquelle nous sommes également impliqués dans un projet qui a été mené par ce qu'on appelle une campagne de le ECDC, donc la campagne de partage de données. C'est un projet qui s'intéresse notamment à construire la confiance entre les partenaires et entre l'IA pour qu'on puisse vraiment garantir la redevabilité, la reddition des comptes, la confiance pour lutter notamment contre la méfiance. Donc il y a des méthodes d'atténuation qui ne sont pas tout à fait comprises. C'est la raison pour laquelle nous devons créer également un cadre de référence pour que les partenaires puissent avoir confiance. C'est très important. Ce projet va également élaborer des stratégies pour également prendre en compte, par exemple, la collaboration multiparties prenantes pour également les aspects politiques, technologiques et politiques. Il mettra en avant également les obstacles pour également renforcer la confiance et le cadre de référence. Juste un petit aperçu. L'Agence européenne de la défense a beaucoup de projets également qui traitent beaucoup de sujets. Nous avons par exemple le sujet du développement, de la recherche. Et comme nous avons dit un peu plus tôt, nous avons identifié 3 phases dans lesquelles nous allons nous concentrer pour l'IA. Évidemment, et on l'a souligné à plusieurs reprises, sur la formation qui est aujourd'hui essentielle pour adresser ces sujets, comprendre ces outils, comment les utiliser, en quoi peuvent-ils être une véritable aide, et puis finalement être en capacité de décider. Il faut comprendre ce qu'ils ont entre les mains. Comment on adresse aujourd'hui cette dimension dans les armées? Évidemment, des éléments qui vont être à construire, encore une fois, qui vont évoluer. Et dans les armées, on n'achète pas simplement un équipement, hein, on a tout un concept qui est avec, qu'on théorise sous le concept de doréser. La doctrine, c'est comment on s'en sert, l'organisation dans laquelle cette capacité va s'intégrer, les ressources humaines qu'il nous faudra pour l'opérer, l'équipement lui-même évidemment, la partie soutien, dépanner, mettre à jour, et enfin la partie entraînement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on réfléchit à l'ensemble de ces choses-là pour qu'on ne nous livre pas une caisse de matériel sur le parking, ça comme une poule au regard d'un couteau. Donc la formation, bien sûr, c'est important. Alors ça commence déjà par l'expression d'un besoin opérationnel, c'est-à-dire en fait en quoi l'IA pourrait m'aider à mieux faire la guerre et à la gagner. Et ça, c'est pas évident entre à la fois des anciens qui ont toujours fait les choses à l'ancienne méthode évidemment, qui se diraient éventuellement l'IA pourrait m'aider à faire plus vite, mieux ce que je faisais déjà avant, et peut-être des jeunes qui pourraient se dire mais je pourrais faire carrément autre chose. Et ça, il faut un peu de créativité, discuter avec nos partenaires, trouver des idées, alors parfois dans les entreprises civiles, parfois chez des partenaires ou des compétiteurs, de quelque chose qui pourrait combler un besoin personnel, nous aider à faire mieux la guerre. Et après, bien sûr, il faut apprendre à toute la supply chain et toute la chaîne de production de ces systèmes qui ont déjà été évoqués un peu par Eric et par David, savoir exprimer ça en termes techniques, vérifier comment ça a été fait, prescrire sur la façon dont l'IA ou les données vont être... l'IA va s'entraîner sur un set de données particulier pour être sûr qu'à la fin, le résultat soit celui qu'on souhaite et qu'il n'y ait pas eu d'étapes ratées involontairement, voire ratées malveillamment par un adversaire qui pourrait polluer une donnée ou notre IA. Et enfin, il faut que le soldat au bout de la chaîne sache l'utiliser. Donc on ne va pas recruter que des ingénieurs ou des docteurs en IA pour les mettre sur le terrain. Donc il faut aussi adapter le système à un usage rustique, en ambiance sale, avec peu de débit, parce que si on émet beaucoup d'informations, on est rapidement targeté et donc c'est fini. Donc ça rend des applications qui sont très très différentes, avec un contexte de données plutôt secret, donc il ne faut pas partager, mettre sur Internet avec n'importe qui. Ça rend les choses un peu plus compliquées pour les produits militaires qui sont, ce que je disais, aux tactiques au plus près du front. Donc dans la stratégie ministérielle, on évoque un peu ce sujet de la formation. Là, on est plutôt dans la phase d'acculturation des chefs pour bien
capturer tous les besoins éventuels, et pour après commencer à faire des productions et former les gens à la fin sur les systèmes. Est-ce que ça fait partie du champ d'application de l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, la MIAD? Est-ce que ça fait partie de ces missions? Alors, bien sûr, alors, de détenir une forme d'expertise et de la partager avec les gens des armées, parce qu'au plus près des métiers militaires, dans la marine, dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre, dans les forces spéciales, partout, il faut des ops qui comprennent leurs besoins et qui sachent le traduire en disant mais l'IA pourrait m'aider à faire ci. Et l'AMIA d'après peut les aider à réaliser et à transformer ce besoin en réalité technique avec l'appui de la DGA. Mais il y a aussi un rôle d'acculturation des chefs, comme j'évoquais, et donc parfois il faut prendre le bâton de pèlerin et d'aller dans les centres d'opération, dire mais on a vu ça dans X tel pays ou telle X entreprise, comment on pourrait l'appliquer dans vos processus internes de commandement? Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Thank you, David. We have more minutes. Nous avons encore un petit peu de temps. Je propose qu'on prenne des questions de nos invités dans la salle. Alors, je vous invite à lever la main. Alors, on a une question, Camille, pardon, juste devant monsieur. Ensuite, je crois qu'il y avait une personne. Voilà, n'hésitez pas à lever la main ensuite bien haut, que je puisse bien vous voir. Monsieur, on vous écoute. Oui, deux points. L'un, c'est un peu un défi. Les Européens ont une culture, ont une éducation, des principes, c'est très bien. On a en face de nous des compétiteurs qui n'ont pas forcément les mêmes principes, qui n'ont pas de tabou. Je pense en particulier à un ou deux pays qui n'ont pas de tabou du tout. Du coup, comment vous allez avoir un outil qui va être adapté pour répondre à des pays qui n'ont pas de tabou? C'est-à-dire que vous allez avoir une graduation, ou alors vous allez dire, OK, on n'ira pas jusque-là, alors que l'autre ira. Et le deuxième point, c'est dans la stratégie de puissance, une armée comme l'armée française n'est pas capable de tout faire par rapport à des enjeux dans le monde. Et si je prends par exemple un groupe aéronaval français, un porte-avions et sa flotte qui navigue à côté, toute seule dans le Pacifique, elle ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc elle a besoin de partenaires. Et les partenaires, s'ils ont une IA, va-t-elle être la même si ils s'appuient sur une IA indienne, par exemple, ou autre? Est-ce qu'à ce moment-là, dans le commandement des opérations, les IA vont pouvoir effectivement être au même niveau de graduation? Merci. David, colonel, would you like to give points of answer? Est-ce que vous voudriez répondre à cette question? C'est une question très intéressante. Merci infiniment de l'avoir posée. Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Alors, je m'occupe des capacités, je développe des capacités et je travaille notamment sur la supériorité de l'information. Alors, ça en dit long, mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce que je fais, c'est que je développe des capacités dans le domaine de la guerre et de l'espace de la défense. Et mon rôle, c'est d'avoir plusieurs approches. Ça veut dire que de ce point de vue, nous devons absolument avoir un système. Il faut que l'on puisse avoir évidemment une certaine connaissance dans l'ensemble de ces systèmes. On a déjà parlé un peu plus tôt, en lien avec le projet que nous essayons également de développer. L'objectif, c'est vraiment de créer de la confiance envers les systèmes d'IA et avec les personnes avec lesquelles nous collaborons également. Donc si nous pouvons créer cette confiance, alors nous pourrons également faire confiance en leur système d'IA. Je ne parlerai pas du monde militaire parce que je ne fais pas partie du monde militaire moi-même, mais si par exemple il y a une IA allemande sur un bateau polonais, il faut savoir qu'il s'agit de la même approche puisqu'ils se font confiance. En ce qui concerne la réponse graduée, la graduation de la réponse, on a parlé notamment de l'aspect obscur. Alors, je pense qu'il faudra qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans ce côté obscur et ensuite développer des outils dans le cadre de nos limites éthiques pour lutter contre cela. Voilà ce que je vois, en tout cas à l'avenir. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment avoir une réponse graduée en tant que telle, mais je pense que le monde militaire en sait plus que moi là-dessus, donc je pense qu'il a peut-être différents niveaux. C'est aussi quelque chose, allez-y. Oui, je trouve que ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est contrairement à d'autres technologies qu'on utilise dans le domaine militaire, on n'est pas obligé de chercher à faire la même chose que l'autre.
en fait. Et c'est pour ça que notre responsabilité est plutôt d'imaginer ce que l'autre peut faire, explorer le côté sombre, en quelque sorte, de façon à développer concepts, doctrines, tactiques, surtout pour éviter de notre côté la sidération pour le cas où. Voilà. Et c'est ça, je pense, la différence par rapport à ce qui se faisait avant. Et il y a tout le reste, hein, d'ailleurs, il y a encore tous les autres équipements qui existent. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas obligé de pousser, de faire la même chose que l'autre, de faire pire que l'autre. Oui, c'est une question un peu classique, hein. On a eu le débat sur les armes chimiques, sur les armes nucléaires, enfin, de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour défendre son pays. Bon, déjà, il y a un cadre politique qui est un peu au-delà de Massol, hein. Il y a une volonté politique, il y a une opinion publique. Donc la France mène pas encore de conflit, pour que ça dure encore longtemps, existentiel. Auquel cas, on a quand même des armes nucléaires, ce qui est aussi, en question de droit international, une question intéressante. Donc on est prêt quand même à faire dissuader l'adversaire de ne pas aller trop loin. Ce sera la même chose dans ces jeux-là. En cyber, on a réussi à faire comprendre qu'il y a des choses qui se faisaient et qui ne se faisaient pas. Dans les systèmes pilotés par IA, ce sera un peu la même chose. L'important pour nous, c'est qu'on ait à chaque fois un spectre d'outils capable de supporter cette montée en agressivité de l'adversaire. Hein. Typiquement, dans les systèmes de défense aérienne, il y a un mode manuel où l'opérateur repère la cible, tourne la tourelle et tire. Un mode semi-auto où la tourelle tourne tout seul parce qu'elle a vu une cible et l'opérateur décide si c'est un avion civil ou militaire. Et full auto, et là, ça tire tout ce qui passe. Donc ça dépend des moments, des circonstances et du cadre politique qu'on nous donne. Mais en tout cas, on ne descendra jamais au niveau d'un adversaire qui aurait zéro morale. Parce que pour nous, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a plein d'autres façons de le faire, on l'a dit, de circonvenir ça. Merci pour vos éléments de réponse. On a une autre question. Je crois que vous avez le micro. Oui. Bonjour, merci pour ces conversations. Sur la fin, vous avez parlé de le développement de nouvelles technologies dans l'armée. Je voulais mettre en regard le développement un peu logiciel dans le civil, très itératif, avec des proof of concept et des améliorations rapides, etc., qui sont le sujet de quasiment l'intégralité des outils qu'on utilise dans le civil. Est-ce que dans le militaire, ça a sa place et potentiellement quels impacts ça peut mener? Je ne sais pas si ma question est claire. Henri? Oui. David? Je vais faire une première tentative de répondre à cette question par rapport aux nouvelles technologies. Lorsqu'on développe nos priorités de développement des capacités pour l'UE, on tient compte des technologies émergentes et disruptives. Le développement itératif du domaine civil s'applique absolument au domaine militaire. Et j'ai toujours un problème quand les gens disent que c'est une utilisation duale. Il faut que ce soit adapté pour une utilisation militaire. Un usage militaire n'est jamais un usage civil. Et pour intégrer les développements civils à l'agence européenne dans tous les domaines et pas que par rapport au cyber et à l'IA, on organise des journées de l'industrie régulièrement pour voir ce qui est développé côté civil et pour voir ce qui pourrait nous donner des idées pour des développements de capacités futures. Parce que, en fait, ce que vous soulevez comme question, c'est celui du cycle d'approvisionnement, de procurement, en particulier dans le domaine militaire, hors période de conflit. Parce qu'on imagine bien qu'en période de conflit, on va peut-être procéder différemment. En fait, c'est un sujet qui est sur la table maintenant depuis quelques années, tant en national, alors je ne peux pas parler à la place de la DGA, même si c'est tentant, mais tant en national qu'à l'international, et en particulier côté OTAN, qui a un commandement dédié à la transformation, à la préparation de l'avenir, etc. Et le défi que l'on a tous aujourd'hui, c'est de réussir à conduire en parallèle deux types de procurement, d'approvisionnement, d'équipements, de développement de programmes, des cycles de long terme, on s'inscrit sur 20 à 50 ans, et des cycles de court terme où justement on donne la place au proof of concept, développement rapide, test, etc. Et je pense qu'on peut avoir la prétention de dire qu'en France, il y a une révolution culturelle qui a été menée, et même si ce n'est pas encore toujours parfait, en tout cas, on a bien conscience de la nécessité de mener en parallèle ces deux types. Dans l'OTAN, sachez que c'est en train d'évoluer également, entre autres en raison de l'effort qui est fait côté innovation, côté OTAN comme côté Union européenne d'ailleurs. Hein. Je pense que l'ensemble du monde occidental aujourd'hui est conscient de ces défis à relever,
conduire en parallèle ces deux processus d'acquisition, avec le défi supérieur pour nous, c'est de le faire alors que nous ne sommes pas en guerre. Voilà. Merci beaucoup. A-t-on une autre question? Oui, on vous écoute. Bonjour. Par rapport à tout ce qui est IA, est-ce qu'elle pourrait... aurait-on des défenses contre une utilisation de l'IA en multiplicateur d'efficacité, par exemple, d'attaques cyber sur le tissu économique de nos démocraties, par exemple? Colonel, merci. Oui, alors bien sûr, enfin, pour la partie cyberdéfense, qu'on est au forum InCyber, là, on utilise déjà des sujets d'IA pour reconnaître des motifs d'attaque. Bon, on s'était posé la question il y a quelque temps, je ne dis pas qu'elle est terminée, hein, de quelle façon, si c'était nécessaire, comment on pourrait faire cesser la menace à partir d'une réponse plus ou moins automatisée. Voilà. C'est des travaux qui posent un peu la même question, c'est de laisser une machine prendre des mesures contre, alors pour le coup, contre d'autres machines, mais avec des impacts sur des infracritiques qui pourraient être mal maîtrisés. Donc on a un peu les mêmes sujets à la fois de cadre d'engagement et d'éthique, notamment si typiquement un adversaire hébergerait ses systèmes offensifs sur un réseau d'hôpital. Enfin, typiquement, ce serait un piège assez facile. Donc, voilà. Donc on y travaille, au moins en compréhension de ce qui se passe et en réponse interne. Mais encore une fois, comme je disais sur le passage en full auto, il n'est pas exclu qu'on réfléchisse aussi à des modes plus agressifs pour le jour 2. Un adversaire qui est tout azimut avec le système français, et notamment des infracritiques, on n'aurait pas les moyens de vérifier un à un ce qu'on va faire. Et bon, il faudra faire des choix. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Nous avons encore un peu de temps, donc profitez-en. Nos invités sont avec nous pour pouvoir y répondre. On vous écoute. Bonjour, merci. J'avais une question sur ce que veut dire gagner la guerre dans ce contexte-là. Parce que, est-ce que c'est une notion... comment on fait pour dire, dans une situation, après ce conflit, j'ai gagné la guerre, il y a eu tel et tel effet ici et là. Comment une IA peut intégrer cette notion de... qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre? Bon, déjà, pour nous, c'est le président de la République qui décide ce que c'est gagner la guerre. Donc, il donne un objectif politique. Et nous, après, on décline en opération militaire pour des objectifs. L'IA, sauf si le président demande à Grok ce qu'il faut pour gagner la guerre, mais globalement, il a quand même une impression politique de la situation. Là, l'IA dont on parle, c'est de l'IA très militaire, au profit des opérations, du renseignement. Alors, bien sûr, on a des idées. On serait intéressé par avoir... de l'aide à la décision, c'est par exemple définir les centres de gravité de l'adversaire, à partir de ce qu'on connaît de lui, avec tout le renseignement, de dire, bon, où est-ce que je peux appuyer pour lui faire mal? Et donc l'IA pourrait proposer des options en disant, là, typiquement, attaquer le système de ravitaillement pétrolier, le système électrique, l'approvisionnement logistique, ou des centres d'opération qu'elle aurait repérés en filant les données. Ça nous intéresse. Et pour nous, c'est une voie de progresser vers... amener l'adversaire à discuter avec notre diplomate, parce que c'est ça le but de la guerre, c'est qu'à la fin, il discute et qu'il accepte nos conditions. Il n'y a plus de guerre d'éradication. Donc c'est un peu ça l'idée. Éric, je vous en prie, bien sûr. Juste pour rebondir, ça c'est tout à fait vrai dans des conflits de haute intensité. Je pense que l'IA, elle est aussi utilisée dans d'autres façons de faire la guerre, notamment de guerre cognitive, qui en ce moment quand même font rage. Enfin, on est déjà en situation de guerre cognitive depuis quand même plusieurs années et on est assez largement attaqué. Et là, je pense qu'effectivement, les choses ne sont pas vraiment les mêmes. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'identifier les menaces et de voir, et ce que je trouve pour le moment, on a quand même un peu de mal à faire, comment on peut, sans se départir de nos valeurs de démocratie, contrer des attaques qui, elles, sont des attaques extrêmement ciblées. Et en fait, on voit bien que la manipulation d'une opinion publique par un pays qui n'a pas d'opinion publique, de fait, c'est quelque chose d'asymétrique en soi. Parce qu'on ne peut pas répondre de la même façon. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de dire que c'est une fake news, on peut essayer de recontextualiser, etc. Mais on voit à quel point ces moyens-là sont des moyens extrêmement faibles par rapport aux capacités de déploiement de guerre cognitive de l'adversaire. Des moyens qui sont peut-être faibles, mais qui se musclent aussi au niveau des armées, notamment au sein du ComCyber, du ministère des Armées, avec des moyens qui sont amplifiés et qui, d'ailleurs, dans la LPM, consacrent plus de 4 milliards d'euros qui doivent être fléchés, justement, pas uniquement pour cette guerre d'influence, mais en tous les cas d'avoir plus de moyens pour riposter. Donc le point est effectivement crucial et pris à bras-le-corps. David, you would like to add something on this? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce point? Très rapidement.
Il y a deux aspects ici pour moi. Tout d'abord, c'est toute une question de résilience. La guerre cognitive, là, il s'agit de résilience, et là, c'est pas pour le gouvernement, ça concerne toute la société. Tout le monde doit être conscient de ce qui se passe et doit comprendre ce qui peut arriver, ce qui n'arrive pas, tout ce qui se passe. Et l'élément cognitif est vraiment devenu très prévalent au cours de ces derniers 18 mois, 2 ans, à mon avis. Et on étudie des projets sur la résilience à la guerre cognitive. Merci. Dernière question. Oui, on a monsieur qui est juste là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. Sur l'IA, donc c'est des nouvelles solutions qui ne sont pas très matures. Qui va prendre les décisions de nourrir ces IA à des buts militaires et de partager en fait des secrets, des données secrètes? Mine de rien, ça me fait peur en fait de dire qu'on va mettre nos informations secret défense dans des IA où on sait qu'elles sont pas matures, quoi. Oui, alors c'est une question évidemment essentielle pour nous. Donc, si notamment on a créé l'AMIA, l'agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, c'est justement pour faire la partie purement défense de l'IA. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'acheter des solutions industrielles qu'on héberge dans des clouds civils. La question, c'est justement d'avoir nos propres infrastructures numériques qui sont connectées. Alors, il y en a un, mais qui est développé, qui a été développé par nous, en tout cas, par un en particulier, et qui est posé, du coup, ces infrastructures numériques de calcul et d'hébergement sont connectées au réseau secret militaire et donc n'en sortent pas. Et on est obligé de le faire. Et c'est intéressant parce que une IA qui serait uniquement nourrie de données civiles perdrait l'essentiel de tout ce que nous, on a appris à grands frais grâce à nos services de renseignement, ce serait dommage. Donc faire tourner des IA sur nos données secrètes, ça a pour nous la plus grande valeur, et après s'en servir dans l'opération évidemment. Donc en fait tout ça reste en vase clos. Et donc la question se pose, qu'on a un peu évoqué sur la supply chain, de dire quel modèle on prend à l'extérieur, comment on l'importe dans nos infrastructures, on vérifie que tout ça ne va pas faire n'importe quoi, et comment on l'adapte à nos besoins propres qui ne sont pas tout à fait les besoins de n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, il y a des recherches aussi, des partenariats qui sont mis en place avec des organismes de recherche en France, avec lesquels les armées ont d'ailleurs déjà des protocoles d'accord et de travail avec des acteurs qui sont vraiment dédiés à ce domaine militaire. Et donc on voit bien aussi ces partenariats de confiance qui ont été érigés pendant des années, qui aujourd'hui peuvent d'autant plus porter les fruits sur l'IA, mais on parle aussi du quantique, évidemment, ça en fait partie de fait dans la stratégie des armées. Éric, vous vouliez réagir ou peut-être répondre à monsieur? Oui, non, juste, donc pas parfaitement en adéquation avec tout ça. Simplement, on voit bien que sur les dernières générations de systèmes d'IA, notamment génératives, on s'appuie sur des modèles de fondation qui, eux, sont quand même largement développés à l'étranger. Et donc, bien entendu, tout ça est raffiné, infusé chez nous, etc. Mais il y a quand même, pour moi, une vraie faille dans notre souveraineté, dans la capacité d'entraîner ces modèles de fondation ou de s'assurer de leur parfaite innocuité avant de les intégrer parce que je pense que malheureusement, celui qui maîtrise les modèles de fondation maîtrise un peu le socle de la pyramide de l'IA. Est-ce que vous souhaitez compléter, David? Just in relation to what was just said, revenons à ce qui a été dit. La plupart des États membres, à ma connaissance, et je sais à l'agence européenne, on a une approche capacité, développement et expérimentation. Et tout est testé 1, 2, 3 fois. Si ça ne marche pas, on revient au début, on recommence. Et donc, l'échec n'est plus inacceptable dans le développement des capacités. On s'attend à échouer. Et donc, de ce point de vue, la confiance existe une fois que ces éléments sont intégrés dans le système, on est confiant. Essentiel pour nous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que du jour au lendemain, parce qu'un ancien partenaire fournisseur est justement un ancien partenaire et déciderait de nous couper ses services, on n'est plus rien qui fonctionne. Donc il y a toujours une démarche à courir. Il se trouve qu'on ne fabrique pas nos cartes nous-mêmes, on ne fait pas nos modèles de fondation nous-mêmes. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne fait pas nous-mêmes, parce que c'est la taille de notre pays et l'investissement qu'on y consent. Alors, la nation a augmenté un peu l'investissement dans les affaires militaires de souveraineté, mais il y a une démarche nationale même, on se pose la question de les puces, comment on fait, des questions classiques, mais qui ne sont pas résolues encore, et dans lesquelles la question, peut-être que l'échelle européenne peut commencer à nous aider à avoir quelque chose de plus souverain. Alors, pas totalement souverain, parce que comme je dis, on ne se fondra pas tout nous-mêmes, mais c'est toujours
je dirais, un équilibre entre la performance, je veux le dernier truc qui marche à la mode, fabriqué par un X ou Y, et pour nous, la capacité à l'opérer en tout temps, ce qui fait que parfois on peut accepter une sous-performance pour un système, parce que par contre, on est très sûr de la maîtrise de l'objet. Donc c'est aussi que parfois, on n'a pas la dernière version de tous les systèmes que vous connaissez bien, parce que ce qui marche avant marche, et donc il n'y a pas besoin de prendre des risques à installer un nouveau système mal testé. Des enjeux de souveraineté, évidemment d'autonomie stratégique dans les sujets qui nous occupent. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. David, thanks for being with us. Merci, David. Un plaisir de vous accompagner. Je reste avec vous, bien sûr, encore cet après-midi, donc je vous invite à suivre les débats, encore demain et effectivement jeudi, 3 jours où l'information continue ici à Lille. Très bel après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup.